Alors on commence. Ma première question s'adresse à Nicolas. Je voulais qu'on revienne à cette émission de radio où tu as entendu en fait François-Emmanuel parler de son livre. Et je voudrais savoir en fait quels sont les mots qui ont une résonance très importante pour toi et qui t'a donné envie de lire ce livre et puis ensuite de l'adapter. C'est curieux, je serais incapable de me rappeler des mots qu'il a prononcés. C'était plus le son de sa voix et l'étrange douceur avec laquelle il parlait de la terreur. En fait, c'est ça, de cette terreur-là. Et la prudence. C'est-à-dire que les mots, il les choisissait avec beaucoup de précision, dans une voix qui était presque murmurée, qui n'était pas du tout une voix de discours, mais qui était plus, même peut-être, on pourrait dire, une voix un peu chantée, mais très minimale. François, il a une voix comme ça dans la vie, et donc les mots qu'il utilisait résonnaient très fort. On était en train de tourner Paria, en fait. Et on faisait des repérages cette nuit-là, sur le périphérique. Et j'étais en train de me préparer intérieurement à tourner la scène. Tu as vu Paria, c'est la scène des douches au Chapsa de Nanterre. Et la scène des douches, évidemment, est un lieu où les gens se déshabillent, enfin les gens pauvres, quoi. Les gens sans rien, enfin les gens en danger, se déshabillent et déclinent leur identité et ils sont obligés de prendre des douches. Donc c'est vrai que là il y a quelque chose qui me travaillait déjà pour Paria, et dans cette interview que faisait Gérard Lefort de François-Emmanuel, tout ce qui se disait me donnait vraiment l'impression que ça allait être une direction de travail sur un prochain film, parce qu'ils approfondissaient ensemble très fortement ces dérapages du langage. Je ne sais pas si c'est un mot qu'il faut, dérapage, c'est plus un déplacement de la langue, du langage, qui fait que peu à peu on arrive à dire très proprement des choses absolument... on arrive à nommer très proprement des choses absolument scandaleuses. On n'imagine pas, qu'on ne pouvait pas dire il y a quelque temps. La langue nazie, c'était aussi un meurtre de la langue allemande. La langue nazie a assassiné la langue allemande. Pour transformer cette langue dans une arme de guerre, quoi, mais de manière très propre. De manière très banale. Je trouve que justement tout le film, enfin en tout cas le film est tiré par cette idée des mots et du langage et de cette de cette contamination progressive. Et je voulais revenir à ce que tu disais dans le dossier de presse, notamment par rapport à l'idée de comment filmer la parole. Et je crois que Elisabeth, justement par rapport à l'écriture du scénario, on est confronté, je l'imagine, directement à cette question des mots et de la contamination de la parole, en fait. Comment on travaille pour écrire un scénario pour le cinéma sur cette question-là? Je pense que le trajet pour arriver jusqu'à la question humaine a commencé, c'est certain, dans la rue, avec Paria. Et donc je ne peux que rejoindre effectivement mon compagnon de travail. On a commencé là, à trouver le chemin pour aller jusqu'au film La question humaine. Filmer la parole, c'est comment parler, comment s'adresser, comment parle une personne qui vit dans la rue, par exemple. Il ne s'agissait pas, pour moi déjà, à ce moment-là,
d'en faire, voilà, un homme dans la rue qui vit dans la rue parle comme ça. Et puis c'est déjà impacté. Il y a un format hein, très, très précis. Les hommes de la rue sont sous, donc ils disent des choses incohérentes. Ben justement, on se rend compte que c'est totalement faux, puisque c'est des personnes qui vivent dans une telle lucidité, une extrême de la lucidité, un peu comme certains drogués. C'est un extrême de la lucidité où le langage, justement, il est, arrive par bouffer, arrive par... et sont des vérités, mais des vérités qui font très mal. Donc ça... Ensuite, on a travaillé avec les demandeurs d'asile et c'est tout à fait aussi un autre statut de la parole. Un statut de la parole qui est quelque chose sur l'adresse, sur l'oracle, je dirais, hein, dans ces monologues, c'est-à-dire des personnes qui sont habituellement pas entendues, puisqu'ils savent même pas parler français, puisqu'ils savent même pas articuler le français, et la plupart du temps, quand on les montre, eh bien, ils n'arrivent pas à articuler 2 mots. Pas parce qu'ils ne savent pas parler, mais parce qu'on les met dans une certaine situation, ou bien parce qu'on va tellement vite que c'est pas des gens qui ont... C'est très important pour les Africains, la parole. C'est voilà, très, très, très important, donc on ne peut pas les faire parler n'importe comment. Et ensuite, il y a l'image. Alors, on vit... Je voudrais juste, par rapport au troisième, finalement, qui est aussi... c'est des questions qu'on se pose sur la parole, déjà... Il y a la parole aussi des dominants, parce que votre film La question humaine, c'est justement le troisième volet, je dirais aussi, qui montre monde riche. Le monde riche et l'utilisation des mots finalement presque dans un sens de banalisation, et au fond il y a aussi l'idée finalement de l'extermination quelque part induite. Caché. Est-ce que c'était vraiment au départ ça qui vous intéressait ou je sais pas si on a une idée extrêmement détaillée, précise, analytique au départ. Je pense que c'est une intuition, un instinct, et qu'on découvre par bout les choses sur la durée du travail. Et je crois qu'il y a certains registres de langue, registres du langage qui sont des lexiques de mise à mort et qui sont des formes d'armes d'extermination. Oui, je crois, c'est évident. La langue... La langue de la propagande, par exemple, qui est une langue qui ne cherche qu'à exterminer. Voilà, elle ne cherche pas autre chose. Et dans cette... dans les zones de pouvoir qu'on traverse dans le film, c'est évidemment la langue sert à ça, à tuer. Sert à tuer, mais massivement. Alors comment on fait justement pour les dominants? Est-ce qu'on dit vous les avez observés, vous êtes inspiré de quoi? Vous êtes immergé plus avant dans ce monde-là pour trouver... Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, au niveau de l'image, on savait, par exemple, tu vois, je reprends, Paria, oui. Qui est une caméra qui est une caméra qui suit des gens en survie, qui vont disparaître, qui ont des formes humaines qui sont floues. Et donc, la parole aussi fonctionnait avec quelque chose de comme ça, des bribes de parole qui arrivent à un moment. La blessure, c'était une caméra frontale. Ce sont des plans fixes. Tout était travaillé sur le plan fixe, sur l'accueil, accueillir l'autre dans le cadre, avant tout. Comment je pose ma caméra, comment j'accueille sa parole. Voilà. Et pour l'écriture... Et pour cette parole du pouvoir. Et il y a la parole du pouvoir déjà dans la blessure, puisqu'il y a le système policier qui est là et qui est une parole qui donne des ordres, qui n'écoute pas. Une parole, ça écoute aussi. Et elle n'écoute pas celle-là, elle donne des ordres et elle ne répond à aucune question. Voilà. Ça, c'était déjà une première parole. C'est le système, une espèce de fonction des policiers. Et dans la question humaine, c'était beaucoup plus une parole, enfin pour moi déjà dès l'écriture, qui allait travailler sur le chant et le contre-chant. Voilà, ça c'était déjà déjà quelque chose avec lequel j'ai écrit. C'est-à-dire le contre-chant, que ce soit le jour, la nuit, c'est-à-dire le soldat le jour, l'homme de défonce la nuit, que ce soit le présent, le passé,
que ce soit le rapport d'une note technique de 1942 en contre-champ avec le monologue de Simon à la fin du film, qui réhumanise donc cette langue morte. Voilà, donc c'est déjà des choses comme ça, esthétiques, que moi je me suis posée, on en a beaucoup parlé ensemble, le chant et le contre-chant. Voilà, ce film, ça allait vraiment être ça. Comment ça se passe alors justement la transition? Est-ce que c'est toujours des discussions, j'imagine, des échanges perpétuels pendant la construction du film, mais quand on en vient à tourner... oui, mais c'est-à-dire que Elisabeth a une manière de faire parler les personnages. Et donc toute la base de mon travail, c'est comment filmer les personnages qui parlent, qui disent ça, qui parlent dans ce mode de langue, de langage, dans cette prise de parole, que ce soit le monologue dans la blessure qui a totalement structuré la mise en scène. Et donc je cherche. C'est très concret. Hein. C'est pas des discussions entre nous compliquées. On a beaucoup de discussions, mais sur la question du filmage, ça ne peut pas naître d'une discussion. Quand on en parle, en général, c'est qu'on a trouvé. Et parce que c'est très physique. Hein. Je veux dire que tu mets un acteur dans un cadre, tu lui demandes de dire ça, le texte, un autre acteur en face qui écoute, et tu cherches comment je filme. Est-ce que je filme une caméra portée, sur pied, plan fixe, panorama. Enfin, il y a une base dans le cinéma d'une grammaire, quoi. Donc tu cherches comme quand tu vas prendre une photo, tu cherches aussi où tu te mets par rapport à la personne que tu vas photographier. Filmer la parole, ça passe par surtout ça. C'est filmer le corps de l'acteur dans un espace qui parle. Et où je mets la caméra, comment je me positionne, comment je positionne la caméra par rapport à lui, et comment moi je me positionne par rapport à lui. Le chant contre chant était une évidence parce qu'il y a une personne qui parle et Simon qui écoute. Et je ne pouvais pas les réunir dans le même cadre. Parce que on a cette personne qui parle. Si tu les réunis dans le même cadre, tu as une personne qui parle, une personne qui écoute en même temps. Donc ça dissout quelque chose. Or que si tu fais un chant contre chant, tu as une personne qui parle et une personne qui écoute. Tu peux être dans la temporalité de l'un, être dans la temporalité de l'autre, et voir la porosité, qu'est-ce qui circule entre l'un et l'autre, entre l'écoute et la parole. Est-ce que la langue tourne autour d'eux? Est-ce qu'elle va droit vers la personne? Est-ce qu'elle part au-dessus pour revenir par en dessous? C'est très physique. La mise en scène, c'est un travail physique. Comment on ne peut que filmer ce que l'on voit. Donc il faut déjà que ce que l'on voit te permette d'entendre. Et au fond, ce que l'on filme vraiment, c'est ce qu'on ne voit pas de ça. Mais on doit passer par ce que l'on voit. On doit filmer des choses visibles pour arriver à voir des choses non visibles. Par exemple, la première entrevue entre Simon et son patron qui va lui commander cette mission. Eh bien, c'est à la vision du film qu'on s'est rendu compte. Bon, d'abord, il y a ce masque africain. Ils sont très importants, les masques africains. Parce qu'il y avait ce côté magie noire de l'entreprise. Et on se rend compte dans le chant contre chant entre Carl Rose, donc Calfon et Mathieu Amalric, qu'en fait, le centre de l'écran sur Carl Rose, c'est son oreille. Et l'oreille nous regarde. Et l'oreille nous regarde. Et quand il va parler de délation dans l'entreprise à un moment donné, les choses jouent, résonnent ensemble. Et c'est vrai que cette oreille qui nous regarde est je trouve, un contre-champ par rapport à... Ensuite, quand on passe à Simon, qui a le regard, qui regarde ce qu'on est en train de lui dire. Tiens, qu'est-ce que... Et voilà, ça c'est des choses qu'on a découvert, hein, tu l'as complètement découvert au moment où on a vu le film. L'oreille est au centre du cadre. L'oreille est aussi... Voilà, moi je filmais son profil. Et je me suis rendu compte que vraiment l'oreille était au centre et l'oreille me regarde. Et alors tu es dans un sentiment un peu hallucinogène. Voilà. Parce que finalement, au montage, plus je voyais la scène, moins j'écoutais ce qu'il disait, plus j'étais regardé par cette oreille. Et du coup, c'est comme ça que les choses se mettent à vibrer, quoi. À trembler même un peu, quoi.
entre le rationnel de ce que tu vois et quelque chose qui passe, qui est plus fort que le rationnel. Je voulais parler du personnage de Simon. Est-ce que dès le départ, par quoi vous étiez particulièrement tenu par rapport à Simon? Est-ce que l'idée de révélation, c'est un personnage qui se révèle finalement, et qui a une révélation, je veux dire, du monde, et finalement un engagement qui peut-être est naissant, qui va naître, mais qui n'est pas encore là. De la même manière, je trouve que dans le film, où se situe la complicité aussi du monde, parce que je sais pas si je pense que vous avez peut-être entendu parler ou vu le film de Jean-Marc Moutou, Violence des échanges en milieu tempéré. On n'a pas vu. Qui traite du travail et qui met en évidence cette idée que, en effet, il y a une forme d'esclavagisme des individus au travail, mais qu'en même temps, justement, le langage qui entretient cette forme d'esclavagisme, tout un chacun en est complice. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune rébellion et il n'y a aucune résistance, en fait. Or, le personnage de Simon, j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'espoir et que justement il y a une vraie révélation. Enfin, je veux dire, la fin du film, c'est une révélation ou une réhumanisation. C'est la révélation de la nécessité de réhumaniser le langage, quelque part. Donc de se réhumaniser lui-même. Exactement. Cette dimension du personnage de Simon, c'était... Ça a été très difficile parce que, a priori, c'est pas un personnage sympathique. Et donc cohabiter avec un personnage, enfin pour moi, à l'écriture, qui était au départ un personnage qui m'est totalement étranger, un type comme Simon, et qui m'est pas sympathique. En costume noir. Voilà, et puis oui, costume noir, c'est quelqu'un qui est vraiment l'homme de l'ordre. C'est pas l'homme du désordre. Et c'est pour ça que je lui ai inventé, puisque ça n'existait pas du tout dans le roman, toute cette vie et ce rapport à l'amour, au corps, au désir. Cette incapacité qu'il a d'aller dans son désir, vers son désir. Le désir lui fait peur, le brûle, le trouble. Et donc, là, il me touche. J'ai eu besoin d'être touchée par lui, par d'autres événements, par sa vie, comment tout ça le traverse. Et je dirais plus que révélation qu'il a, tout à coup, cette enquête, c'est une enquête sur lui-même. Voilà, c'est cette enquête qu'on lui demande de mener sur son patron, elle dévie, elle dérape, et elle l'emmène vers sa propre faille à lui, sa faille de petit soldat, et sa manière de vouloir être toujours... il fait les dossiers les plus précis, il est dans une extrême précision des choses, et pour lui c'est naturel. Et il y a quelque chose qui dérape à un moment donné, et c'est plutôt un personnage que je dirais qui explose. Il explose. Et là il devient un parmi d'autres, totalement anonyme et totalement dans un ressentir avec l'autre, dans un ressentir à la fin. Et c'est pour ça que ce langage peut arriver, parce qu'il prend conscience du collectif. Pas le collectif en ordre comme des militaires, mais le collectif dans quelque chose justement qui est un peu plus flou. Et donc il accepte le flou. Il accepte que les choses ne soient pas dans un cadre. Et bien évidemment, elles n'étaient pas dans un cadre parce qu'elles devaient être claires, mais parce qu'elles cachent le principal. C'est-à-dire ce langage dont on parle, le langage de l'entreprise, est un langage justement qui par son extrême précision est complètement ombrageux, cache quelque chose. Parce que quand on n'a pas besoin de cacher quelque chose, on peut hésiter dans un mot, on peut chercher un mot pour un autre. On n'a rien à cacher, tu vois. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est ça le parcours de Simon. Et quand il explose, le récit aussi explose, le récit du film, parce qu'il ne s'agissait pas non plus de... ça contamine non seulement le personnage, mais le film entier. Voilà. Ça, c'était intéressant de travailler là-dessus. C'est le film entier. C'est-à-dire que quand cette note technique sort de l'ombre et qu'elle s'expose,
à travers le personnage qui nous la lit et qui se la lit et qui se la répète ensuite à l'intérieur, et bien à ce moment-là, ce langage qui dit de cette manière-là, le traverse et fait à ce moment-là exploser le récit, et c'est là qu'il y a... Enfin, la faille commence déjà au flamenco. Oui. Voilà. Et quand je finis juste une dernière question pour le choix des acteurs, parce que c'est quand même un film aussi très impressionnant, un casting merveilleux. Et j'étais interpellé par l'idée que, je crois que c'est toi Nicolas qui disait que ce sont tous des acteurs qui sont en marge. Ce sont des acteurs qui sont des très grands acteurs, mais en même temps ce sont des acteurs opaques et puis en marge. Je voulais juste un mot sur les acteurs, sur le choix, comment on se porte sur tel ou tel, et qu'est-ce qui vous a... Ben, l'idée c'était de travailler avec 3 générations d'acteurs, parce que le film est un film qui, même s'il ne filme que le présent, il travaille sur une porosité entre les années 30 et aujourd'hui. Donc d'avoir 3 générations d'acteurs, la génération de Michael Lonsdale, de Lou Castel, de Jean-Pierre Calfon et d'Edith Scobb, qui font partie de l'histoire du cinéma, qui sont des centres, comme on dit, autour desquels le cinéma s'est déporté vers les marges, et qui pour moi est le vrai cinéma. Mathieu et Valérie Dréville qui ont 40 ans, et puis les jeunes de 25 ans comme Nicolas Maury, Laetitia Spigarelli et Erwan Ribard, qui sont des gens jeunes, quoi. Donc on a cette espèce de zone comme ça d'acteurs qui est portée déjà par trois époques, et mais qui sont totalement poreuses, puisque le désir circule sans arrêt entre ces générations et entre les corps.